passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. J'accueille donc Carolina Guillain-Guyenne. Bonjour. Vous présentez depuis le 1er et jusqu'au 11 juillet votre nouvelle pièce « Lacrima » au gymnase du lycée Aubanel. C'est la première pièce que vous signez depuis votre arrivée à la direction du Théâtre national de Strasbourg. Mais ce n'est pas la première fois que le public d'Avignon découvre votre travail. Vous avez présenté Saigon en 2017 et en 2021, Fraternité, un conte fantastique. Et cette année, Lacrima vient comme un titre annonciateur pour dire qu'il y aura des larmes et de l'émotion qui sont des éléments que vous assumez, je crois, dans votre travail. Bonjour. Alors oui, complètement. C'est même pas une question d'assumer en vérité. Je me suis rendu compte qu'étonnamment, je devais l'assumer. C'est plutôt ça qui est étonnant. Mais à la base, c'est plus en fait que je ne sais pas rentrer dans une histoire ou même dans une réflexion si quelque part la question de l'émotion n'est pas présente. Et c'est vrai que la première fois où j'ai rencontré de façon... quand j'ai fait Saigon, je voyais bien, par exemple, que quand j'ai écrit Saigon, j'étais à Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon, et je me rendais compte que le trajet des larmes, que la façon dont les émotions traversaient les gens, était assez différente, même très très différente de celle que je sentais en France. Et je me suis dit, j'ai écrit sur mon cahier, n'oublie pas ce trajet des larmes-là. Et quand je suis rentrée en France, j'ai écrit Saigon avec ça en moi aussi. Je pense que ma mère était vietnamienne, il y a quelque chose de ça. Et voilà, et puis c'est vrai qu'en présentant Saigon, moi je me disais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, ça m'a demandé, et ça j'étais très étonnée, d'assumer le fait que, oui, il y avait de l'émotion, oui, on pouvait pleurer au théâtre, oui, même sur le plateau, on pouvait pleurer. Et j'étais étonnée. Je me disais, qu'est-ce qui fait qu'en fait, cette chose-là doit être défendue, doit arrêter d'être suspecte? C'est surtout ça. Et comment est-ce que ça se fait aussi que systématiquement, il pourrait y avoir derrière une question de retrait du politique. Voilà. Je sens que c'est ça que j'ai dû finalement apprendre au fur et à mesure de mes spectacles à assumer, oui. On va déplier parce qu'on va y revenir, mais pour l'histoire, on pourrait dire, pour Lacrima, une maison de haute couture parisienne reçoit la commande historique de créer la robe de mariage d'une princesse de la famille royale d'Angleterre. Cette commande va mobiliser pendant plusieurs mois une trentaine d'artisans entre Paris, Alençon et Mumbai. À quel moment vous avez senti que le thème de la couture pouvait vous offrir un terrain fécond pour écrire votre fiction et tisser le récit choral que vous nous offrez dans Lacrima ? Au début, je voulais parler de la question du secret, et je sais toujours que dans mes créations, j'ai besoin justement de récits chorales. J'arrive pas à raconter juste une histoire. J'ai toujours besoin d'avoir plusieurs paysages, et je cherche toujours ce qui va permettre qu'il y ait quelque chose en commun. Donc, par exemple, Saigon, c'était un restaurant vietnamien. Kindai's Archive que j'ai créé à la Chaobune, c'était aussi un lieu, c'était le bureau des adoptions internationales. Et là, je cherchais. Et un jour, je suis tombée sur un article très court, très mainstream, sur la robe de Lady Di. Qui, en fait, on explique que la robe de Lady Di, elle était sous sceau du secret, voilà, et que du coup, en fait, il a fallu faire 2 robes, au cas où il y en aurait une des 2 qui fuiterait dans la presse. Et qu'on demandait même aux personnes qui mettaient la main à l'ouvrage de mélanger les chutes de tissu, par exemple, pour que du coup les personnes ne viennent pas regarder le tissu dans lequel elles seraient faites. Bon, bref. Et j'ai trouvé ça hyper étonnant de me dire waouh, c'est incroyable quand même ce protocole de secret autour d'une chose. Bon. Et je me suis dit, tiens, et si en fait on arrêtait de le regarder d'en haut, et si finalement je regardais la question de la robe, en fait. Voilà. Déjà, il y a une première chose, c'est que je me dis, en fait, en vérité,
Moi, la robe de Lady Di, alors je naissais quand elle s'est mariée, donc je m'en souviens plus. Mais par contre, la robe de Kate Middleton, je m'en souviens que plein de gens en parlaient. Ma mère en parlait, même des gens de milieux très différents. Et je me dis, là, il y a quelque chose de populaire. Moi, c'est très important pour moi que de sentir qu'il y a quelque chose qui va créer un lien avec des gens très différents. Et puis, du coup, je suis rentrée dans la couture. Et en fait, la couture m'a confirmée dans ça. C'est-à-dire, tout le monde, finalement, a un lien avec la couture. Soit parce qu'on a vu nos mères, plus souvent nos mères, faire des vestes ou nous coudre des habits pour nous quand on est petit ou pour une kermesse, que sais-je. Ou alors parce qu'on aime la mode, ou alors parce qu'on habite en Inde et que notre père fait de la broderie. Et en fait, il y a quelque chose qui me paraissait, du coup, être l'élément. Je me suis dit, voilà, en fait, ça ne va pas être un lieu, mais ça va être la couture qui va rassembler ces gens. Le travail, la fabrique. Et justement, on le disait, l'histoire circule entre les ateliers de la maison de haute couture à Paris, les ateliers de la dentelle à Alençon et la broderie à Mumbai. On va écouter une capsule sonore à ce sujet avant de poursuivre. C'est une archive que je vous présente. Donc, c'est une archive de l'association de la dentelle au point d'Alençon. Là, ça doit être la maison Demel et Foix. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était l'envers de ces motifs. Et si on zoome, c'est des parchemins qui ont été piqués. Donc là, on voit bien tous les petits trous issus du piquage. Et en fait, le piquage, donc c'est les étapes, on va dire, préparatoires au travail du point d'Alençon. Et ça paraît simple. Enfin, faire du trou. Sauf que sur ce motif-là, on a 3100 trous. Sur un motif qui est grand comme ça. C'est un premier pas pour comprendre l'ampleur du point d'Alençon, enfin la spécificité technique, la beauté technique, je ne sais pas comment on peut vraiment dire ça, mais ça commence dès les étapes qui finalement paraissent le plus simple, faire des trous, si c'est pas compliqué. Et c'est qu'une étape. Et je me dis, mais elles font comment ces femmes des campagnes qui travaillent 14 heures par jour? Il n'y a pas d'électricité. Et c'est, en fait, par le spectre de la technique, vous essayez d'imaginer comment les femmes, vraiment, elles vivent, elles travaillent, et ce que ça leur apporte au final. Est-ce que c'est un métier qui est rentable? Dans l'économie domestique, c'est souvent, on fait des travaux d'aiguille en plus. Là, c'est un métier à part entière, parce que la dentelle au point d'Alençon, elle est magnifique, elle est très technique, elle a fait le tour du monde. Mais souvent, on ne parle pas des femmes qui la façonnent. Parce qu'on a très peu de documents qui nous les citent. Aujourd'hui, on est quand même, je pense, on sera en peine de savoir combien de femmes, depuis la création du point d'Alençon, en ont fait. Ou de moins de donner une fourchette. Sauf que c'est justement ce passage de génération en génération, c'est ce passage de femme en femme qui fait qu'aujourd'hui on l'a encore. Alors dans votre récit choral, vous nous racontez ces ouvrières et ouvriers de l'ombre, ces couturières, modélistes, brodeurs au savoir-faire exceptionnel, à un moment où leur vie bascule. Et vous donnez à voir ce savoir-faire artisanal qui ne s'apprend pas dans les manuels, mais par la transmission. La dentelle d'Alençon de mère en fille, la broderie de Mumbai de père en fils. Et dans cette archive de France Culture, l'historienne Isabelle Yvan revient sur les heures de travail que contient un tout petit bout de dentelle. Et c'est une dimension qui vous a beaucoup intéressé, je crois, les heures de travail. Vous nous en faites même le compte à un moment donné. Ouais, ça m'a vraiment guidée dans le projet. Ça m'a même en vérité bouleversée, même encore en écoutant parce que du coup je l'avais écouté ce documentaire. Et en fait, c'est vrai que c'est ce que dit un des personnages dans la pièce. Donc, c'est que moi, j'ai toujours aimé la dentelle. J'ai toujours trouvé ça très beau, la dentelle. Quand je suis allée tout de suite, je me suis dit, tiens, j'avais la dentelle d'Alençon en tête. Je sais qu'il y avait la dentelle de Calais, mais je ne sais pas pourquoi, la dentelle d'Alençon me paraissait plus juste. Je suis allée à Alençon et effectivement, j'ai découvert cette chose-là qui est que des dentelières, en fait, font 1 cm² de dentelle par jour, dans le silence le plus total. Et qu'en fait, même du coup, pendant des années, des dentelières perdaient la vue. C'est-à-dire, en fait, à force de travailler sur des fils plus fins que des cheveux, elles perdaient la vue. Et même là, actuellement, ce qui se passe, qui moi m'a vraiment bouleversée, c'est qu'en fait, elles sont tellement concentrées et tellement happées dans leur travail qu'en fait, des fois, elles en oublient de respirer. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il y a des dysfonctionnements cardiaques dans leur corps et que, ceci dit, entre elles ont mis un système de veille pour que dès qu'elles voient en fait qu'une dentelière ne respire plus, elles mettent la main sur l'épaule en leur disant « respire ». Bon, là, je vous ai spoilé un moment du spectacle, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, pour vous raconter que c'est vrai que ça, j'ai trouvé, ça m'a touchée pour, déjà pour ce que je raconte, qui n'a pas besoin d'être surexpliqué,
Mais par contre, c'est vrai que je me suis rendu compte en rencontrant les dentelières que l'idée, par contre, d'arrêter leur travail, ça n'était pas possible. C'est-à-dire vraiment, il y a des dentelières qui rêvent d'être myopes pour qu'elles puissent continuer le plus longtemps possible à faire de la dentelle, que de dire en fait qu'elles sont à la retraite, c'est vraiment inimaginable. Et il y a quelque chose de cet endroit-là, de cette tension qui me paraissait importante à raconter. Après, voilà, oui, effectivement, il y a donc ce voile, et c'est en fait le voile d'Alençon qui existe vraiment, le voile dont je parle, il existe vraiment. Alors par contre, il n'a pas été troué. Et il appartient bien à Alençon. Ils ont failli ne pas l'avoir, mais en fait, en enchère, ils l'ont récupéré. Ce voile, d'ailleurs, est assez extraordinaire parce qu'ils ne savent pas pour qui il a été fait. Ils ne savent pas. Et quand j'ai vu ce voile, qui fait donc 7 mètres de diamètre, c'est vrai que quand on réalise ce que coûte 1 cm², en fait, sincèrement, c'est époustouflant. C'est-à-dire, en fait, on dit, et oui, effectivement, il y a des larmes et du sang derrière cette beauté-là, quoi. Alors, j'aimerais parler d'autres aspects qui sont nouveaux dans ce projet. Voilà, vous avez d'abord écrit le texte, je crois, avant d'entrer en répétition, ce qui est a priori révolutionnaire dans votre manière de travailler. Pourquoi vous avez senti que cette fois-ci, l'écriture serait moins une écriture au plateau ? Alors, parce qu'en vérité, ça n'a jamais été une écriture au plateau, ce que j'ai fait. Et que je pense qu'il était temps un peu de rétablir ça, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui, en moi, résistait un peu, et je sens qu'en fait, ça n'est pas. Ou alors, il faudrait réouvrir ce qu'on entend par écriture au plateau. Enfin, c'est plutôt ça. Mais comme l'écriture au plateau, on a l'impression que c'est des comédiens qui viennent et puis qui inventent tout ensemble et que ça arrive là, au plateau, et qu'il n'y a absolument pas d'autre espace. En fait, il y a quelque chose qui me paraissait plus juste. Moi, quand j'ai écrit Saigon, j'ai passé 2 ans à penser les histoires, les arches narratifs, à imaginer du coup dans quelle écriture même visuelle. Voilà. Et par contre, c'est vrai qu'il y a une chose qui est importante pour moi, et ça a même existé dans Lacrima. Donc, je n'ai pas fixé le texte totalement avant les répétitions. Mais en fait, cette phase-là qui existe toujours dans mon écriture, elle est liée pas sur le fait d'inventer le texte ou d'inventer les histoires avec les autres, mais d'entendre la façon dont ça parle avec les comédiens que je ramène au plateau. En fait, c'est cette phase-là qui est toujours unique, enfin, je veux dire unique dans mon écriture, dans le sens où du coup, ça ne bougera pas, et dans le sens où en fait, voilà, c'est ça qui reste. Et que donc j'ai refait pour Lacrima. Et pourquoi ? Parce que c'est important pour moi d'entendre des façons de parler. Mais quand je parle des façons de parler, je ne parle pas uniquement du tamoul qui est parlé dans Lacrima, ou de l'anglais, ou du français, ou de la langue des signes. Je parle de la façon dont ça parle, dont chacun finalement habite sa langue et que la langue raconte un champ social, spirituel, géographique et des choses qu'on ne comprend pas, mais en tout cas que chacun est habité par sa langue. Et c'est vrai que moi, dans mon écriture, je refuse de faire disparaître la langue. Je serais très triste si tout d'un coup quelqu'un disait « Ah, ça, je reconnais le style de Caroline Guélan-Guyenne ». Non, en fait, je ne veux pas. Je veux que les gens aient l'impression que ça parle. Derrière. Je veux que les gens se disent « Ils sont en train de parler ». Et pas, j'entends le style de... Même, voilà, ça m'intéresse pas. Donc, en fait, je suis pour Lacrima. Avant d'écrire Lacrima, je recrute les comédiens et comédiennes. Et puis, je passe beaucoup de temps en répétition à donner des leitmotifs de ce que je veux en fiction, voilà, de les entendre, ta. Et après, jusqu'au moment où je les ai assez dans l'oreille, pour quelque part les quitter, retourner dans mon bureau ou dans ma chambre ou un café et écrire. Et en fait, ça a toujours été un peu comme ça. Sauf que, du coup, je pense que... Bon, voilà. Donc là, c'est ça qui s'est, on va dire, affirmé de façon très nette. Pour moi, j'ai découvert aussi mon processus. Justement, dans ce fil-là, il y a aussi le fait que vous assumez aussi de signer complètement, cette fois-ci, le texte, et même de le publier, ce qui est, je crois, une première, non ? Ouais, c'est marrant, c'est vraiment les fondamentaux. Quoi, vous écrivez... Ouais. Oui, bah c'est pareil, c'est-à-dire... en fait, alors... Pendant très longtemps, je voulais même pas qu'il y ait de texte écrit. En fait, j'avais tellement peur que la parole disparaisse, que l'idée que ça parle disparaisse en passant à l'écrit, que je ne voulais pas d'écrit. Et donc tous les comédiens, tout le monde
on l'avait tous dans la tête, même en régie. Ils me disaient, attends Caroline, il va vraiment falloir qu'on ait un texte, parce qu'on a 400 tops et il faut les écrire quelque part. Et je disais, bah non, je veux pas. Et donc du coup, on avait des conduites qu'on n'appelait même pas texte, et je ne voulais pas, si je voyais un comédien avec une conduite à la main, ça ne m'allait pas. Et un jour, je me suis dit, en fait, respire. Et en fait, j'ai accepté, parce qu'en fait, au final, ça devenait un peu fou, un peu complexe dans le travail, et je sentais que c'était pas juste, ça devait pas se passer à cet endroit-là. Et même Claire David, qui depuis longtemps me suit, Votre éditrice. mon éditrice de l'Actes Sud, me disait, Caroline, franchement, tu ne perdras pas à le passer par l'écrit, essaye. Et tu verras, même tu pourras resculpter, Et je me suis dit, allez, on va l'essayer, on va le faire. Je l'ai fait pour la première fois pour Kindheitsarchiv à Berlin. Que j'ai signé aussi totalement. C'était un texte qui devait être traduit aussi en allemand, donc c'était très concret. Et en fait, j'ai accepté de me dire, en fait, voilà, la parole dans la bouche des acteurs, à un moment, elle va émerger, elle va être sublime, enfin, elle va me paraître dingue de vérité, de ça parle. Et puis, il va falloir que j'accepte ce moment où ça va devenir un texte. Ils vont l'apprendre. Ça va être le cauchemar parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un texte. Mais je sais qu'au travail, ça ressortira comme quelque chose de vivant. Et c'est juste que j'accepte maintenant qu'il y a un passage où j'ai un peu peur, mais qu'en fait, voilà, ça revient. Et effectivement, j'arrive maintenant à... Voilà, et je suis contente d'être passée à ça parce que je peux plus ciseler, je peux plus choisir les mots. Je vois bien, par exemple, le thème de Respire. En fait, avant, je l'aurais abandonné parce que là, je sentais qu'il fallait que ce soit fixé, que je sache à quel moment, à quel endroit de structure. Et puis, j'ai un tel amour de structure narrative qu'en fait, à un moment, il fallait que je comprenne, même mathématiquement, à quel moment on a dit ça, à quel moment on a redit ça, quelle information est là. En fait, il me fallait un texte. Alors, autre nouveauté, c'est vous avez, pour la première fois, distribué plusieurs personnages aux comédiens et aux comédiennes. Pourquoi vous l'interdisiez jusque-là ? Parce que le pire, pour moi, ça serait de ne pas croire, que vous n'y croyez pas. Ça va quasiment avec ce que je viens de dire avant. C'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de démarrer la chose très naïve qui est, on rentre dans les salles et une histoire nous est racontée et on suit les comédiens. Enfin, l'histoire, pardon, les personnages, justement, pas les comédiens. Et donc, de la même façon que j'ai envie qu'on pense que c'est en train de parler et que c'est pas écrit, en fait, dans ce principe-là, je n'arrivais pas jamais à me dire qu'un comédien pouvait jouer deux personnages, parce que pour moi, c'était effondré, en fait. Il y avait l'effondrement de la croyance de passer d'un personnage à un autre. Et ça, je l'ai tenu longtemps, et un jour... en fait, mais c'est marrant, encore une fois, j'ai vraiment l'impression d'arriver aux fondamentaux, mais en fait, c'est parce que je crois que j'ai tellement peur dans ce que je fais de ne pas être lestée au réel que des fois, finalement, ce que permet le théâtre, en termes d'invention de liberté, j'ai peur de perdre le réel. J'ai peur de perdre le poids du réel. Et donc, je me leste toute seule, je me mets des contraintes toute seule, d'un seul espace, que ça parle, qu'on y croit du début à la fin du personnage, et j'aurai qu'un seul... Et jusqu'au moment où, justement, Kindheitsarchiv, c'était un spectacle très important pour moi, je suis allée un peu au bout de ça. Je me dis, en fait, si je continue comme ça, en vérité, j'arrête de faire du théâtre. C'est-à-dire là, ça devenait de plus en plus une copie conforme du réel. C'est-à-dire là, bientôt, je faisais venir des bétonnières pour faire des murs, même pas en châssis, mais en béton. C'est-à-dire vraiment, je devenais... Et je me suis dit, en fait, là... En plus, ça correspondait au moment aussi où je devenais directrice du Théâtre National de Strasbourg avec une école. Et en fait, là, je devais reconvoquer chez moi pourquoi la nécessité du théâtre, en lien avec le réel, était en fait totalement possible. Et que je devais le reformuler quelque part aux élèves. Et de le reformuler, ça m'a permis de me le reformuler à moi. Et en fait, je me suis dit, allez, faisons le pari qu'en fait, le théâtre, ça peut... Enfin voilà, et du coup, je me suis dit, allez, des comédiens peuvent jouer plusieurs personnages, on peut même avoir une scéno, c'est des draps, c'est pas grave si c'est pas des nanana. Moi, les collaborateurs avec qui je travaille, ils m'ont dit, ça va durer 2 minutes. Hein. Ils étaient persuadés que j'allais abandonner le truc et que j'allais revenir à un personnage, un comédien. Et en fait, un peu comme à un tout début de théâtre, j'avais l'impression de redécouvrir la beauté du théâtre, qu'en fait, cette possibilité-là, quoi.
Dernière question. Caroline Guilan-Nguyen, vous êtes fille d'une mère vietnamienne et d'un père pied-noir algérien. Vous avez grandi loin des scènes nationales, mais en intégrant justement l'école du Théâtre national de Strasbourg en tant qu'élève à la mise en scène, vous faites le triste constat à l'époque que vous êtes l'une des 2 personnes issues de la diversité dans votre promotion. 23 ans plus tard, vous avez pris donc la direction de ce même théâtre-école, vous en parliez à l'instant. À quoi ressemble la promotion entrante et comment la question de la diversité irrigue les 2 projets artistiques et pédagogiques, justement? Et on finit là-dessus. À quoi elle ressemble? Elle est très belle. Elle est, comme on a 2 promotions, groupe 48, groupe 49. Effectivement, j'étais groupe 37. Comme quoi, c'était il y a longtemps et pas si longtemps, et comme quoi les choses peuvent changer vite aussi. Je pense que c'est important de le dire. Voilà, ça peut changer vite. Je n'étais que la promotion 37. Je n'étais pas la promotion 2. J'ai la promotion 37 et déjà, voilà, 48, 49, on est face à des promotions qui vraiment, les élèves viennent des 4 coins de l'époque, vraiment. Donc elle est belle, et elle est aussi puissante de comment est-ce que du coup on crée ensemble. Ça pose des questions. C'est-à-dire en fait, il ne s'agit pas uniquement d'arriver, mais ça quelque part je le savais parce que c'est un peu ce que je vis et ce que je vivais depuis longtemps dans mes créations. En fait, je prends des gens qui viennent vraiment d'horizons très très différents. Donc arriver et dire hey, on va faire un projet tous ensemble, on va passer 6 mois ensemble, alors que les gens vraiment viennent d'horizons mais tellement différents, en fait c'est du travail. C'est pas que en fait le début, c'est vraiment que le début de plein de questions. Et pour l'école, c'est pareil. Et avec du coup aussi la nouvelle directrice des études qui vient d'arriver, donc qui est Marie Schaff, on ne cesse de se poser la question de comment justement en fait, on pense ce groupe. C'est-à-dire, en fait, on ne recrute plus, du coup, uniquement d'élève à élève. Évidemment, c'est chacun mais aussi, on pense à la question du groupe. Et comment est-ce qu'on va travailler à ce que, tout d'un coup, le groupe soit une force et soit pas un espace de division, de guerre. Et la force, ça peut aussi venir du conflit, de l'affirmation de ne pas être d'accord, de l'affirmation de ne pas comprendre les enjeux de l'autre. Et ça, en fait, finalement, la question de la diversité, j'ai envie de dire, alors il faut continuer à la voir. De toute façon, bon, je veux dire, moi, c'est chevillé au corps jusqu'au dernier. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Mais en fait, on en est à une autre étape. C'est comment est-ce qu'on crée ensemble du commun. En fait, maintenant, j'ai l'impression c'est qu'est-ce qu'on crée quand on est ensemble. Voilà. Et ça, du coup, c'est pour nous, c'est à la fois ce qui guide l'école, mais c'est aussi ce qui guide le théâtre. C'est-à-dire, en fait, pour nous, c'est pas possible que les élèves ils soient là, que finalement ils soient pleins de ces questions, de leur endroit du monde d'où ils viennent, qui questionnent plein de choses, et que nous, par contre, au théâtre, on soit dans d'autres questions, comme si, finalement, ça sera pour plus tard. Non, en fait, c'est maintenant, du coup. Et donc, c'est vrai que la programmation, ce qu'on fait, par exemple, je sais que les jeunes aujourd'hui, il y a des questions profondes de politique, de justice sociale, évidemment des questions décoloniales, de questions de genre, de questions... et en fait, ça... moi, je dois entendre ça et voir comment les artistes aussi qui viennent dans le théâtre, quelque part, en fait, traversent ou permettent de traverser, en fait, ces questions-là. Voilà. Donc, en fait, ça se fait ensemble. La CRIMA au gymnase lycée Aubanel à 17h jusqu'au 11 juillet. Merci beaucoup, Caroline Guilan-Nguyen.